En 1979, la région de San Francisco en Californie a basculé dans la terreur. Des femmes ont disparu alors qu'elles randonnaient en pleine nature. Et c'est cette affaire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant de plonger ensemble dans cette histoire vraie dans quelques instants, il faut que je vous parle de CyberGhost VPN qui est le sponsor de cette vidéo. Parce que rester en sécurité, c'est important dans la nature mais aussi sur internet. En général, quand vous êtes dans un lieu public, un aéroport, une gare, un fast-food, vous utilisez un Wi-Fi public. Le problème, c'est que les Wi-Fi publics ne sont franchement pas sécurisés. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso. Votre vraie adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Donc c'est pratique quand vous vous déplacez, mais aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN peut aussi vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet, YouTube. Vous pouvez trouver de meilleures offres en ligne, jouer à des jeux bloqués dans votre région et même débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et bien d'autres. Par exemple, avec CyberGhost VPN, vous pouvez regarder des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis ou même au Japon. Et en vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales. CyberGhost VPN permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Le logiciel est très facile d'utilisation et l'un des gros avantages de ce VPN en particulier, c'est qu'ils ont une démarche de transparence, ils ne collectent pas et ne partagent pas vos données. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter vos proches. Et il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS. Alors si la sécurité est importante pour vous, n'attendez plus. En utilisant le lien disponible juste en dessous dans la barre d'infos, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Et un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde, alors essayez. C'est totalement sans risque. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Partons maintenant aux États-Unis et remontons il y a 44 ans, en 1979. Cette année-là, Sony sort son premier Walkman à cassette. Bah oui, c'était un peu la préhistoire pour les plus jeunes spectateurs. Tandis que le premier film de la saga Alien fait frissonner le public dans les salles obscures. Il est devenu culte par la suite. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui démarre durant l'été 1979 en Californie du Nord, plus particulièrement dans la région de San Francisco. Le 19 août 1979, une femme de 44 ans nommée Eda Ken part faire une randonnée solitaire dans le parc d'État du mont Tamalpais, à quelques kilomètres du célèbre pont du Golden Gate. Situé au nord de la baie de San Francisco, dans le comté de Marin, le mont Tamalpais culmine à 785 mètres d'altitude. Et c'est un lieu apprécié des promeneurs. Abritant une réserve naturelle, le parc est sillonné par des sentiers de randonnée d'une longueur totale d'environ 100 km. Banquière vivant à Mill Valley, Eda est une femme athlétique qui aime la montagne. Et ce dimanche-là, elle n'a trouvé personne pour l'accompagner, elle a donc décidé de marcher seule. Mais à la nuit tombée, son mari ne la voit pas revenir, donc il décide d'alerter les autorités. Au départ, on pense qu'elle s'est juste perdue ou qu'elle a eu un accident. Des adjoints du bureau du shérif du comté de Marin, des park rangers et aussi une équipe canine sont donc envoyés sur place. Constatant que sa voiture est toujours sur le parking, ils font une battue dans les bois et 5 heures plus tard, ils découvrent le corps sans vie d'Eda. Le corps est hors sentier à environ 45 minutes de marche du parking. Mais de toute évidence, elle n'a pas succombé à un accident, et la scène fait froid dans le dos. Ne portant plus aucun vêtement, la randonneuse est à genoux et a reçu 2 balles de calibre 44 dans la nuque. En examinant ses affaires, les enquêteurs se rendent compte qu'on lui a volé 3 cartes de crédit, 10 $ dans son portefeuille et aussi ses lunettes de soleil. Et ce qui est quand même étrange, c'est que le voleur n'a pas emporté ses bijoux et son alliance. L'autopsie va révéler que la randonneuse n'a pas été agressée, mais la manière dont elle a été tuée, froide, presque clinique, donne une impression bizarre. Ça ressemble beaucoup à une exécution. On a même l'impression que le tueur a forcé sa victime à le supplier avant de l'abattre. Sachant qu'Eda Ken n'avait pas d'ennemis connus et qu'aucun crime n'avait été commis jusqu'à présent sur le mont Tamalpais, on songe à une mauvaise rencontre. La femme aurait été au mauvais endroit au mauvais moment. Le bureau du shérif du comté de Marin mène des investigations, mais il dispose de peu d'indices. Et les témoins sont fort rares, on aurait juste vu 2 individus suspects dans le même secteur le jour du meurtre. L'un d'eux avait dans les 35 ans et cachait même son visage. Faute d'éléments concrets, l'affaire ne sera pas résolue. Par la suite, les mois défilent et rien ne se passe. Jusqu'au printemps de l'année 1980. Début mars, Barbara Schwartz, une boulangère âgée de 23 ans, est retrouvée décédée dans le même parc du mont Tamalpais. La jeune femme était partie se balader avec son chien. L'autopsie indique que Barbara a reçu 12 coups de couteau au thorax. Et une joggeuse aurait assisté de loin à la scène, attirée par des éclats de voix.
et effrayée, elle se serait enfuie pour prévenir la police. Selon elle, Barbara Schwartz aurait été attaquée par un homme athlétique et mince d'environ 25 ans. Il avait les cheveux noirs, un nez de faucon et portait des chaussures de randonnée. Un portrait robot du suspect sera établi par les forces de l'ordre. Tandis qu'ils inspectent la scène de crime, les officiers font une trouvaille inattendue. Une paire de lunettes à double foyer tachées de sang qui pourrait appartenir au tueur. Quelques jours plus tard, des enfants dénichent dans le même secteur un grand couteau à désosser couvert de sang. Il s'agit d'un indice très sérieux, mais un journaliste va le gâcher de manière stupide. Il va le ramasser et effacer les empreintes digitales sur le manche. Vu que le couteau d'un type standard a pu être acheté dans un grand nombre de magasins aux États-Unis, les policiers prêtent une attention particulière aux lunettes à double foyer récupérées près de la victime. En effet, ce sont des lunettes fournies aux prisonniers par le système carcéral aux USA. Les enquêteurs se disent alors que l'agresseur de Barbara est peut-être un ancien détenu ou un évadé de prison. Ils vérifient donc activement les listes de condamnés récemment libérés, en particulier ceux ayant un casier judiciaire pour crimes. La police compare les photos des criminels avec le portrait robot du suspect. Mais l'enquête va s'enliser, encore une fois, personne ne sera arrêté. Par la suite, les mois s'enchaînent sans éléments nouveaux. Beaucoup d'habitants de la Bay Area ont désormais peur de s'aventurer sur les sentiers du mont Tamalpais. Mais certains bravent le danger. À tort. Car le 15 octobre 1980, c'est un nouveau cadavre qui est découvert. Celui d'Ann Alderson, une habitante de San Rafael de 26 ans qui avait disparu 2 jours plus tôt. Elle était venue méditer dans un amphithéâtre près de l'endroit où Eda Kane avait été assassinée 14 mois auparavant. Et elle a connu le même sort qu'elle. On a apparemment forcé Ann à s'agenouiller avant de lui tirer au moins une balle dans la tête, une balle de pistolet calibre 38. Mais contrairement à Eda, elle a été en plus et rhabillée. Avec ce troisième meurtre dans le parc d'État du mont Tamalpais, le shérif du comté de Marin et la population locale commencent à être très préoccupés par la situation. Et le 20 octobre, un rebondissement survient. La police annonce avoir arrêté un suspect nommé Mark McDermott. Ancien guitariste dans un groupe, McDermott souffre de schizophrénie. Et le 16 octobre 1980, le lendemain de la découverte du corps d'Ann Alderson, il avait tué par balle sa mère et son frère dans la maison familiale, non loin du mont Tamalpais. Et pour ce double homicide, McDermott sera condamné à la prison à vie. Mais on le soupçonne d'être aussi le responsable des meurtres de randonneuses survenus pas très loin de chez lui. Cependant, ça colle pas totalement parce que McDermott, pour supprimer sa famille, s'était servi d'une arme calibre 22, un calibre différent donc. Et l'élément principal qui va innocenter McDermott, c'est que les crimes vont continuer après son arrestation. Et ils vont se produire dans une autre zone géographique, à Point Reyes, un parc naturel à 30 minutes de voiture au nord du parc du mont Tamalpais. Le 28 novembre 1980, une femme de 25 ans nommée Shona May, originaire de Pullman dans l'état de Washington, ne se présente pas à un rendez-vous sur le parking du parc de Point Reyes. Elle devait pourtant faire une randonnée avec ses amis. Craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, ces derniers préviennent immédiatement les responsables du parc. Des recherches sont lancées et 2 jours plus tard, le 30 novembre, les sauveteurs découvrent une scène à laquelle ils n'étaient pas prêts. Ils trouvent le corps dénudé de Shona dans un trou peu profond. Attachée avec du fil de fer, elle a reçu 3 balles dans la tête et elle a visiblement été violée. C'est donc horrible, mais ça n'est pas fini. Les sauveteurs se rendent compte qu'il y a un second corps juste à côté d'elle. Celui de Diana O'Connell, 22 ans, originaire du Queens dans l'état de New York. Il semblerait qu'elle ait été assassinée en même temps que Shona. Présentant un impact de balle à la tête, Diana a, comme Shona, été violée et en plus étranglée avec du fil de fer. Étant donné que les 2 femmes ne se connaissaient pas, la police théorise que Diana aurait été témoin de l'agression de Shona. Elle aurait donc été éliminée pour ne pas qu'elle parle. Et ça n'est pas terminé. L'affaire augmente encore d'un cran dans l'horreur, car le 30 novembre 1980, on va découvrir 2 cadavres supplémentaires. Les forces de l'ordre tombent sur une seconde fosse à environ 800 mètres de la première. Elle contient les corps de Cindy Moreland, 18 ans, et Richard Stowers, son petit ami de 19 ans, membre de la garde côtière. Le couple s'était évaporé le 11 octobre 1980 au cours d'une randonnée sur le Sky Trail au sein du parc de Point Reyes. Tous les 2 ont reçu une balle dans la tête et le service de la balistique est catégorique. L'arme à feu calibre 38 utilisée pour le quadruple meurtre est la même que celle ayant servi pour celui d'Ann Alderson. Un lien est donc établi avec cet homicide commis 1 mois plus tôt dans le parc d'État du mont Tamalpais. La nouvelle de la découverte de ces 4 nouveaux corps frappe les esprits en Californie du Nord. Et les autorités locales demandent aux gens de ne plus marcher seuls dans les parcs proches de San Francisco. On parle de plus en plus de celui qui a été surnommé le tueur des sentiers par la presse, et la population locale est angoissée, car elle craint le retour du tueur du Zodiac.
Un serial killer tristement connu pour avoir fait au moins 5 victimes dans le nord de la Californie à la fin des années 60 et au début des années 70. Ce criminel ciblait les couples mais également les personnes seules en les poignardant ou en leur tirant dessus avec une arme de poing. Le Zodiac, qui jouait au jeu du chat et de la souris avec la police et les médias en leur envoyant des lettres contenant des messages codés, n'avait jamais été identifié et encore moins arrêté. Et vu certaines ressemblances entre les meurtres commis par le tueur des sentiers et celui du Zodiac, on se demande si ce dernier n'aurait pas repris du service. Les forces de l'ordre en charge de l'affaire se voient confier davantage de moyens, mais vu qu'elles font face à un tueur en série aux motivations vagues, elles demandent l'aide d'experts du FBI. Travaillant au sein de l'unité des sciences du comportement de la police fédérale américaine à Quantico, en Virginie, John Douglas va être l'un des agents spéciaux à travailler sur le dossier. Douglas est considéré comme l'inventeur de la science du profilage criminel au FBI et l'un des premiers profileurs américains. Après avoir examiné les photos des scènes de crime et aussi les données des affaires, Douglas établit le profil du Trailside Killer, c'est-à-dire le tueur des sentiers. Et d'après lui, c'est quelqu'un de la région qui connaît très bien le coin. C'est un blanc, solitaire, plutôt intelligent et qui a fait de la prison. Jusque-là, il s'agit de simples déductions de bon sens, car par exemple, on sait que les tueurs en série s'en prennent en général à des victimes de la même couleur de peau qu'eux. Et on peut deviner facilement le passé carcéral du suspect en raison des lunettes qu'il a perdues lors de l'agression d'Eda Kane. Mais John Douglas va plus loin dans le portrait du criminel. Selon lui, c'est un timide souffrant peut-être d'un trouble de la parole. Il a une sorte de défaut qui le dérange vraiment. C'est une personne manquant de confiance en elle dans les situations sociales normales et qui se sent plus en position de force dans la nature. Maîtriser quelqu'un lui donne alors un sentiment de compensation pour son handicap. Le tueur des sentiers serait un prédateur opportuniste dont le mode opératoire est notamment d'attaquer par derrière. Un sournois donc. Il est comme une araignée attendant qu'un insecte ne se prenne dans sa toile, explique Douglas. Ce qui est assez effrayant. De toute évidence, l'homme souffre d'un trouble de la personnalité antisociale ou sociopathe. Et durant son enfance, il a probablement présenté au moins 2 des 3 signes précurseurs de ce trouble, à savoir énurésie, c'est-à-dire le fait de mouiller ses draps, cruauté envers les animaux et pyromanie. Les officiers de police en charge de l'affaire ont maintenant un profil psychologique et social assez précis du tueur des sentiers. Seulement, ils n'ont aucun suspect sérieux à ce stade. C'est triste à dire, mais il va falloir attendre qu'il recommence. Et ils ne vont pas devoir attendre très longtemps. Le 29 mars 1981, le déséquilibré s'en prend à Helen Hanson et Stephen Hartle, un couple d'étudiants d'une vingtaine d'années faisant une randonnée dans le parc d'État Henry Cowell Redwoods, près de Santa Cruz, à environ 115 km au sud de San Francisco. L'assaillant leur tire dessus à bout portant avant de les laisser pour morts. Mais si Helen Hanson succombe à ses blessures, Stephen Hartle va survivre. La chance sourit enfin à la police parce que le rescapé va leur fournir une description très précise du suspect. Selon Steve, le suspect d'une 50aine d'années est chauve avec des dents jaunes et tordues. Il mesure entre 1m77 et 1m82 et pèse dans les 77 kg. Au moment de l'attaque, l'homme portait une veste dorée, une casquette de baseball, des lunettes noires et un sac à dos. Il aurait parlé aux victimes en leur prononçant des phrases rapides et imposantes. Et d'après d'autres témoins, le suspect aurait pris la fuite après l'attaque dans une voiture rouge de marque étrangère, peut-être une Fiat. En tout cas, si cette description est véridique, elle n'a rien à voir avec celle déjà donnée par d'autres témoins. Rappelez-vous, certains avaient parlé d'un agresseur de 25 ans avec des cheveux noirs et un nez de faucon. Et ces différences de description s'expliquent par le fait notamment qu'il faut toujours prendre avec des pincettes les témoignages oculaires humains. On sait que des témoins, même de bonne foi, peuvent se tromper. Sur la base du témoignage de Stephen, les autorités élaborent un portrait robot du suspect à dessin composite qu'elles diffusent dans plusieurs journaux de Californie, à la fois pour alerter les gens et obtenir d'éventuels tuyaux de la part du public. Parce qu'on peut pas dire qu'elle croule sous les pistes pour le moment. Et 4 jours plus tard, une femme contacte les forces de l'ordre pour leur indiquer qu'elle croit avoir reconnu le suspect. Un homme rencontré lors d'une croisière au Japon 26 ans plus tôt. L'individu, qui travaillait comme commissaire de bord sur le bateau, avait eu un comportement inapproprié avec sa fille, et il ressemblait au portrait robot. On peut dire que cette femme a une sacrée mémoire, hein. Et ça n'est pas tout, elle se souvient même que le type bégayait. Et là, l'info ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, parce que les policiers se souviennent que Douglas, le profileur du FBI, avait suggéré que le tueur des sentiers souffrait d'un trouble de la parole. Donc le témoignage de cette femme est vraiment inespéré par les enquêteurs, parce qu'en plus, elle leur donne même le nom du gars. Il s'appelait David Carpenter, elle en est sûre, parce qu'il avait même signé un document. La police va donc faire des recherches administratives pour retrouver ce mystérieux David Carpenter. Mais ils ont un petit problème, beaucoup d'hommes portent ce nom en Californie. Et il n'y a pas de fichier informatique comme aujourd'hui, tout n'est pas numérisé, donc c'est très compliqué.
Comme je le dis souvent, heureusement que les criminels commettent des erreurs, sinon on n'en arrêterait jamais. Et cette affaire en est le parfait exemple. Car lors de la dernière attaque sur le couple Hanson-Hartle, on peut dire que le tueur des sentiers a commis une première erreur, avec des tonnes de guillemets évidemment. Il a laissé un témoin vivant derrière lui. Mais il va en commettre une autre, assez énorme celle-là, une erreur qui va causer sa perte. Le 2 mai 1981, dans la soirée, un jeune homme nommé Dan Pingle est tracassé. Il est inquiet car sa petite amie, une étudiante de 20 ans nommée Heather Skaggs, avec qui il vit, n'est pas rentrée à la maison. À la recherche d'une voiture d'occasion pas trop chère, elle était partie ce samedi-là en voir une avec un collègue de travail plus âgé qu'elle. En effet, Heather avait un job d'étudiant dans une imprimerie de photos d'Hayward, à l'est de la baie de San Francisco, et son collègue, qui la ramenait parfois chez elle dans une voiture de société, lui avait parlé d'un bon véhicule d'occasion. Mais détail assez louche, il avait demandé à l'étudiante de ne dire à personne où elle allait. Très intéressé par l'opportunité, Heather avait accepté la proposition en laissant quand même par précaution à son petit ami l'adresse et le numéro de téléphone de son collègue. Ne la voyant pas revenir, Dan Pingle décide d'aller directement à l'adresse notée sur un bout de papier. Une maison située 36 Sussex Street à San Francisco. Il sonne à la porte et là il y a un homme qui lui ouvre, un homme de 51 ans nommé David Carpenter. Et Carpenter, qui vit chez ses parents vieillissants, explique au jeune homme ne pas avoir vu sa petite amie ce jour-là. Selon ses dires, Heather n'est pas venue au rendez-vous. Jugeant la situation vraiment alarmante, Dan fonce au commissariat où on prend sa déposition très au sérieux. Car le nom David Carpenter fait tilt. Les policiers procèdent à des vérifications et s'aperçoivent que non seulement Carpenter ressemble au portrait robot du tueur des sentiers, mais qu'il a en plus un lourd passif de délinquance récidiviste. En clair, c'est pas des casseroles qui traînent David Carpenter, c'est une véritable cuisine équipée. Condamné dans de multiples affaires, Carpenter a déjà cumulé plus de 16 ans de prison à 51 ans. Et il a fait l'objet d'une libération conditionnelle en 1977, quelques années avant le démarrage des meurtres du Thurside Killer. Mais son nom ne figurait pas sur les listes des suspects étudiés par la police à cause d'un cafouillage administratif. Carpenter avait été libéré par l'État de Californie pour purger une peine fédérale. Et bien qu'il était libre de ses mouvements, il était considéré comme détenu par le gouvernement fédéral. Et à cause de cette boulette administrative, on pensait qu'il était toujours derrière les barreaux. Indice supplémentaire contre Carpenter, il possède une voiture Fiat de couleur rouge, le même véhicule que celui décrit par les témoins de l'attaque contre Hanson et Hartle en mars 1981. Le faisceau d'indices contre Carpenter étant considérable, la police met son domicile sous surveillance et organise aussi des filatures. On suit discrètement le suspect qui sera finalement arrêté en douceur par une équipe composée de policiers locaux et d'agents du FBI. Et au moment où on lui passe les menottes, Carpenter n'oppose aucune résistance. « Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît », supplie-t-il les officiers. Très courageux le gars. Bien entendu, le domicile de Carpenter est perquisitionné, sa vie fouillée, et on va récupérer une preuve importante contre lui. Une arme à feu calibre 38 ayant servi pour 5 meurtres du tueur des sentiers. On trouve chez lui plein de guides sur les sentiers de randonnée du coin, et dans sa voiture une 60aine de cartes topographiques de la région. Parce que Carpenter pratiquait la marche dans la nature, mais pas comme vous et moi. Non, il parcourait les sentiers à la recherche de proies isolées. C'est le meilleur moyen qu'il avait trouvé pour assouvir ses pulsions meurtrières. Comme souvent dans ce type d'affaires, les forces de l'ordre organisent une parade d'identification, appelée aussi tapissage. On place Carpenter au milieu d'autres individus lambda et on fait venir des témoins, notamment Stephen Hartle, le seul survivant des attaques. Et même si Carpenter s'est laissé pousser la barbe et a changé de type de monture de lunettes, sûrement pour modifier son apparence, Steve l'identifie rapidement comme étant l'auteur du crime. Et 6 des 7 témoins conviés par la police feront de même. En ce qui concerne la voiture rouge Fiat de Carpenter, elle est aussi formellement reconnue. Entre-temps, on a fait une autre trouvaille terrible. Le 24 mai 1981, on met à jour les restes décomposés d'une femme cachée sous des broussailles dans le parc d'état de Big Basin Redwoods, une réserve naturelle du comté de Santa Cruz. Des analyses dentaires détermineront qu'il s'agit du corps d'Heather Skaggs, l'étudiante disparue en allant chercher une voiture d'occasion. La jeune femme a été violée avant de recevoir une balle de calibre 38 dans l'œil. Bien que l'ADN n'existe pas à l'époque, le dossier contre Carpenter est accablant. Les enquêteurs le soupçonnent d'être le tueur des sentiers, mais dans l'immédiat, la justice préfère assurer le coup. Et on ne l'inculpe au début que du meurtre d'Ellen Hanson et de la tentative de meurtre sur Stephen Hartle à Santa Cruz. Et lors de sa mise en accusation, Carpenter se met à trembler et à bégayer, parce qu'il n'est plus dans le contrôle. Car détail intéressant, apparemment il ne bégayait pas quand il parlait à ses victimes avant de les attaquer. En 1983 s'ouvre le procès de Carpenter. Bien que l'accusé clame son innocence, bien sûr, et qu'on évoque son enfance teintée de maltraitance pour diminuer sa responsabilité, parce que son père était violent et alcoolique et sa mère dominatrice.
Carpenter sera logiquement déclaré quand même coupable des meurtres du comté de Santa Cruz en 1984, c'est-à-dire ceux d'Ellen Hanson et Heather Skaggs, ainsi que de l'attaque sur Stephen Hartle. Et Carpenter est condamné à la peine capitale. En 1988, un deuxième jury reconnaît Carpenter coupable cette fois des 5 meurtres du comté de Santa Cruz, ceux de Cynthia Morland, Richard Stowers, Shauna May, Diana O'Connell et Ann Alderson. Et la sentence est la même, la peine de mort. Ça c'est le côté très généreux des Américains. Quand vous allez au restaurant, vous avez des bonnes portions, les assiettes sont plus grandes, et on n'hésite pas non plus à vous condamner plusieurs fois à mort. En 2023, David Carpenter est aujourd'hui âgé de 93 ans et est détenu depuis 39 ans dans le couloir de la mort de la prison d'État de San Quentin, en Californie. C'est le détenu le plus âgé, et vu que la peine capitale a été suspendue dans cet État depuis 2019, le prisonnier va sûrement finir sa vie en cellule, une cellule où il nie toujours être le tueur des sentiers. Mais il y a pire. L'homme a été suspecté encore dans d'autres dossiers criminels. Pendant un certain temps, on a par exemple cru qu'il était le tueur du Zodiac, mais il a été blanchi car il était en prison lors d'au moins un des meurtres concernés. Et les écritures et les empreintes digitales de Carpenter ne correspondaient pas à celles du tueur du Zodiac. L'ombre de Carpenter plane néanmoins sur d'autres homicides. Comme celui d'Anna Medjivas, une lycéenne de 17 ans retrouvée assassinée dans le parc d'État du Mont Tamalpais le 16 juin 1981 après avoir disparu 6 mois plus tôt. Avant de se volatiliser, Anna avait parlé à David Carpenter car elle travaillait à temps partiel dans la banque où il était client. Et en 2010, la police de San Francisco a annoncé qu'elle détenait des preuves ADN contre Carpenter dans l'affaire du meurtre de Mary Frances Bennett. Le 21 octobre 1979, cette femme de 23 ans faisait un jogging près du musée d'art américain Legion of Honor de San Francisco lorsqu'elle avait été poignardée au moins 25 fois. Ce crime était resté non élucidé à l'époque. Voilà, c'était l'affaire David Carpenter. Il y a fort à parier qu'il emportera avec lui dans la tombe tous ses noirs secrets. Ce qui a déjà été le cas de tueurs en série avant lui, notamment Ivan Milat dont j'ai déjà parlé. Je vous invite d'ailleurs à découvrir après cette vidéo la playlist spéciale tueurs en série de la chaîne. Mais juste avant, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir et aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci à vous, vraiment merci, et aussi un grand merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour bénéficier de la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données et vous permettra d'accéder à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. C'est totalement sans risque, alors allez le vérifier par vous-même. Donc moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaine et en attendant, ne disparaissez pas.